Au départ, Kenyon croyait que les protéines auraient pu se former directement sans les instructions de l'ADN. Et c'est ce qui créa l'enthousiasme scientifique autour de sa théorie. Mais plus il étudia les propriétés des acides aminés et des protéines, plus il douta que les protéines aient pu s'assembler sans ADN. Avec l'ADN, Kenyon fut confronté à une molécule possédant des propriétés qu'il ne pouvait pas expliquer par le biais des processus naturels. En effet, une mine d'informations se trouve fermement verrouillée dans sa structure en double hélice, sous la forme de composés chimiques spécifiquement séquencés que les scientifiques représentent par les lettres A, C, T et G. Dans une langue écrite, l'information est transmise au moyen d'un arrangement spécifique de lettres. De la même manière, les instructions nécessaires à l'assemblage des acides aminés en protéines sont transmises par des séquences d'éléments chimiques disposés le long de l'axe de l'ADN. Ce code chimique a été surnommé le langage de la vie. Il s'agit de l'assemblage d'informations le plus dense et le plus élaboré que l'on connaisse dans l'univers. À l'instar des scientifiques qui étudiaient l'origine de la vie, Kenyon a compris qu'il avait le choix entre arriver à expliquer la provenance de ces instructions génétiques d'assemblage ou démontrer que les protéines avaient été directement fabriquées par les acides aminés et sans ADN dans les océans primitifs. Finalement, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait faire ni l'un ni l'autre. Réunir dans un petit volume submicroscopique d'océans primitifs toutes les centaines de composés moléculaires nécessaires à l'émergence d'un cycle autoréplicant est un problème énorme. Et c'est ainsi que mes doutes sur la capacité des acides aminés à s'organiser en séquences biologiques indépendantes et fonctionnelles, sans la présence préalable d'informations génétiques, m'ont conduit à un point de rupture intellectuelle vers la fin des années 70. Pendant que Kenyon réévaluait sa théorie, de nouvelles découvertes biochimiques affaiblirent davantage sa conviction que les acides aminés auraient pu se regrouper en protéines. Plus j'approfondissais mes recherches, qui se déroulèrent quelque temps au centre de recherche Ames de la NASA, plus mon hypothèse de l'évolution chimique faisait question. Par la suite, les études expérimentales ont montré que les acides aminés n'ont pas la capacité de s'organiser en séquences biologiques fonctionnelles. Face à l'accumulation des problèmes au sein de sa théorie et à l'augmentation des données scientifiques sur l'importance de l'ADN, Kenyon fut obligé de prendre en compte le rôle incontournable de l'information génétique. À force d'examiner l'alternative présentée dans les critiques et le problème énorme que nous tous qui travaillons dans le domaine avions négligé, à savoir l'origine de l'information génétique elle-même, j'ai été amené à reconsidérer ma position sur les origines. Pour Dean Kenyon, une nouvelle question occupa le centre de ses recherches sur l'origine de la vie. Quelle est la source des informations biologiques contenues dans l'ADN? Si quelqu'un pouvait déceler l'origine de ces messages encodés dans l'être vivant, on aboutirait à une satisfaction intellectuelle bien plus grande que celle offerte par la théorie de l'évolution chimique. Mais Kenyon se rendit compte qu'il faisait face à des alternatives limitées. Dans les années 70, la plupart des chercheurs avaient rejeté l'idée que l'information nécessaire à l'émergence de la première cellule était le simple fait du hasard. Pour comprendre cela, imaginez la difficulté d'obtenir seulement 2 lignes d'une pièce de Shakespeare comme Hamlet en laissant tomber des lettres de Scrabble sur une table. Puis, considérez que les instructions génétiques nécessaires à la composition des protéines dans l'organisme unicellulaire le plus simple rempliraient des centaines de pages de texte imprimés.
Bien sûr, les biologistes sérieux ne croyaient pas que la vie était apparue par pur hasard. Ils envisageaient plutôt que la sélection naturelle s'était opérée sur des variations aléatoires parmi les composés chimiques pour produire la première forme de vie. Mais cette proposition posait un problème. Par définition, la sélection naturelle ne pouvait se manifester qu'après l'apparition de la première cellule vivante. Parce qu'elle n'intervient que sur des organismes capables de se répliquer, des cellules équipées d'ADN qui transmettent leurs mutations génétiques aux générations suivantes. Sans ADN, il n'y a pas d'autoréplication. Mais sans autoréplication, il n'y a pas de sélection naturelle. On ne peut donc pas utiliser la sélection naturelle pour expliquer l'origine de l'ADN, sans supposer l'existence même de ce qu'on cherche à expliquer. Le hasard, la sélection naturelle et sa théorie d'auto-organisation n'avaient pas été en mesure de définir l'origine de l'information génétique. Kenyon n'avait plus qu'une alternative. En l'absence de la moindre probabilité de voir l'évolution chimique déterminer l'origine de la cellule la plus simple, l'approche d'une conception intelligente de la vie m'a beaucoup attiré et m'a paru très sensée, étant donné qu'elle correspondait étroitement à de multiples découvertes en biologie moléculaire. Dans les années suivant le rejet de l'évolution chimique par Kenyon, la science a révélé les détails d'un système complet de traitement d'informations qui porte la marque d'une conception intelligente. Des images de synthèse nous permettent d'entrer dans une cellule et d'observer son remarquable fonctionnement. Au cœur de la cellule, on aperçoit les brins compacts d'ADN, des entrepôts d'informations indispensables à la construction de toutes les protéines d'un organisme. Dans un processus appelé transcription, une machine moléculaire déroule une section de l'hélice pour exposer les instructions génétiques nécessaires à l'assemblage d'une protéine spécifique. Une autre machine copie ensuite ces instructions pour former une molécule appelée ARN messager. La transcription achevée, le brin d'ARN transporte l'information génétique à travers l'ensemble pore nucléaire, qui est une espèce de portier qui contrôle les échanges entre le noyau et le reste de la cellule. L'ARN messager se dirige vers une usine moléculaire constituée de 2 sous-unités et appelée ribosome. Après un arrimage solide, le processus du décodage commence. Dans le ribosome, une chaîne de montage moléculaire construit une série d'acides aminés spécifiquement séquencés. Ces acides aminés sont acheminés de diverses parties de la cellule, puis assemblés en chaînes qui comptent souvent des centaines d'unités. Leur disposition séquentielle détermine le type de protéines fabriquées. Lorsque la chaîne est constituée, elle quitte le ribosome pour se diriger vers une machine en forme de tonneau qui l'aide à prendre la forme précise, indispensable à sa fonction. Une fois la protéine fabriquée, elle est libérée et escortée par une autre machine moléculaire vers l'emplacement exact qui l'attend. Il est absolument inouï d'observer, à cette échelle microscopique, un mécanisme aussi finement réglé, un dispositif qui porte la marque d'une conception et d'une fabrication intelligente.